connaître, parce que si on ne s'intéresse pas, en fait, moi j'ai 40 ans, je suis de la Guadeloupe, et j'avoue, j'ai baigné dans l'ignorance pendant un bon moment. Voilà, ça fait que quelques mois que je me rends compte que qui je pensais être ne correspond pas à qui je suis. C'est une question fondamentale qui est très 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 profonde. Et j'avoue, Afrocentricité internationale, ça fait pas longtemps que j'ai entendu le nom, mais j'imagine qu'il y a des millions, bien qu'en France, il y a des millions de Noirs. Je ne sais pas combien on est, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans diverses cultures et religions, mais qui ne sont pas conscients de qui ils sont, en réalité. Et que faisons-nous, on va dire, oui. Que fait Afrocentricity International en termes de communication, pour ouvrir les yeux des Kémites, enfin, entre parenthèses, et même aussi des autres communautés. Sur ce que nous sommes. Ouais. Sur ce que vous êtes aussi. Oui, ce que nous sommes tous. Oui, ce que nous sommes. Déjà, bien qu'au niveau des Noirs, enfin des Kémites, des Noirs, en termes d'information, pour l'aspect éducatif. L'aspect éducatif, que je sache qui ils sont. Voilà. D'accord. Alors tout d'abord, il faut savoir que Afrocentricity International a été créé par Molefi Kete-Asante et surtout Ama Mazama, qui sont tous les deux des écrivains, mais surtout des professeurs au département d'études africaines de Philadelphie, l'université Temple, voilà, à Philadelphie, aux États-Unis. Donc ils ont publié un certain nombre d'ouvrages. Pour Molefi Kete-Asante, une bonne partie de ces ouvrages-là sont en anglais, mais l'ouvrage fondateur de la théorie de l'afrocentricité a été traduit pour la première fois en 2003 et réédité par nous, c'est-à-dire par Afrocentricity International en 2014. Le titre de cet ouvrage est l'afrocentricité. Et en fait, qu'est-ce que c'est l'afrocentricité? C'est quoi? De la même façon qu'on peut être né en Afrique, être africain, avoir un nom africain et s'habiller à l'africaine sans être afrocentrique. Être afrocentrique, c'est penser que les Africains doivent avoir un centre. Leur centre, évidemment, géographique, c'est l'Afrique, mais il y a aussi un centre affectif qui est la culture africaine et la spiritualité africaine dans ce qu'elle a de mieux, et la communauté africaine mondiale. C'est aussi ça, ce centre affectif. Maintenant, on est au niveau du ressenti, on est au niveau du spirituel. Que faisons-nous? Être centré, c'est aussi agir, comme le faisait Marcus Garvey, pour organiser sa communauté et renaître. C'est par exemple la création d'écoles afrocentriques. Il est évident qu'un Africain afrocentrique ne peut pas être musulman. On ne peut pas être musulman et afrocentrique. On ne peut pas être chrétien et afrocentrique. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être bouddhiste et afrocentrique. Donc l'afrocentricité peut être expliquée d'une façon mathématique. Sans émotion, en fait, c'est le plus simple. Être décentré, c'est être un renvoi en bas de page dans l'agenda de quelqu'un d'autre. Donc c'est ça, être décentré. Être centré, c'est faire en sorte que l'Africain ne soit plus simplement l'objet dans des études sociologiques. Nous avons un blanc sujet et un noir objet d'étude, mais jamais sujet, donc jamais actif. Il est passif. Il est regardé, il est observé sur toutes les cultures, mais il n'agit pas. Il est comme une image fixe. Eh bien pour nous, afrocentriques, nous considérons qu'il faut que nous soyons agents de notre histoire et pas simplement objets dans le regard d'autrui. Et c'est pour ça que la lecture de ces livres qui sont là, présents sur les kiosques, à l'entrée, donc l'afrocentricité de Molefi Kete-Asante, mais aussi l'impératif afrocentrique écrit par la fondatrice, la Pera Ama Mazama, sont des livres très importants qui nous permettent de comprendre notre degré d'aliénation, ce que nous pouvons faire pour y remédier. Et ce sont des livres, le titre le prouve, l'impératif afrocentrique, qui pousse vraiment à l'action. Donc réflexion et action, et comme le disait le frère
Kwame Touré, organisation. Voilà, nous sommes une organisation et nous avons besoin d'être plus nombreux pour peser. Alors peut-être qu'un jour nous atteindrons les 2 millions de personnes comme l'Union. Pourquoi pas? Il faut viser loin, quoi. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait pour être connu? Là je vais passer la parole au frère Kijani qui s'occupe de la section information justement. Bien, à ce jour, je suis le seul en charge de l'information concernant notre organisation. Donc, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, vous connaissez notre page où je publie, ou d'autres monde, par moment, ils publient des informations susceptibles de, comment dire, d'inciter des frères ou des sœurs à s'engager dans notre cause. Et voilà. Mais dernièrement, nous avons un site qui a été ouvert, donc vous pouvez le consulter. C'est jaboukam.com en fait, donc vous avez du contenu concernant ce qu'est l'afrocentricité réellement, l'histoire, la philosophie, la spiritualité, et tout ce qui peut, comment dire, Dynamiser. Ouais, dynamiser en fait les adhésions. On les a. Facile à distribuer. Oui, puis nous avons aussi des dépliants que nous pouvons diffuser au sein de la communauté. Enfin, il y a différentes techniques pour se faire connaître. Donc les livres, la presse, et puis Facebook qui est un outil très performant maintenant. Autre question? Oui? Je voudrais quand même me permettre de marquer ce que les Anglais appellent coaching, une attention. Je pense qu'il faudrait que nous évitions quand même que ça ne devienne une secte, repliée sur elle-même. Je crois qu'il faut que nous fassions attention. C'est une... Oui, c'est le mot anglais qui convient, coaching. Je nous mets en garde, quoi. Je voudrais nous mettre en garde que nous ne nous transformions pas à une espèce de secte repliée sur elle-même. Est-ce que je ne sais pas si je me fais comprendre? D'accord. Donc, alors, hélas, hélas, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, je ne sais pas comment. On est forcément une secte de facto, puisque pour l'Église catholique romaine, pour l'Église catholique romaine, si une communauté humaine s'organise, et si elle n'est ni musulmane, ni bouddhiste, ni bouddhiste, ni chrétienne, ni juive, elle est forcément une secte. Donc de facto, nous sommes une secte pour les catholiques romains. Alors est-ce que les catholiques romains sont la voie de l'humanité? La voie objective de l'humanité, existe-t-il une voie objective de l'humanité, c'est-à-dire des gens qui représentent l'humanité, toute l'humanité, et qui sont habilités à dire qui est qui? Il semble que ce sont peut-être les mêmes personnes qui ont décidé que nous étions des nigros, nigger, ou des blacks, ou des gens qui aiment faire de la musique et puis danser avec une ficelle entre les fesses. Alors si ces gens-là décident que nous sommes une secte, peut-être que nous sommes une secte. Mais si, je veux dire, effectivement, il faut avoir un regard ouvert sur le monde. Et ce qui est intéressant, pour répondre à la question du grand frère, qui est somme toute légitime, c'est de penser qu'au sein des dirigeants d'Afrocentricity International à Philadelphie, il y a parfois des divergences sur le regard qu'ils portent sur le monde. Je prends un exemple tout simple. Le Sèche Molefi, Molefi qui était à santé, a posté récemment sur Facebook un commentaire vraiment passionné sur la condition des Palestiniens. Il se sent vraiment très interpellé par le sort qui est fait aux Palestiniens. Donc on sait qu'il y a des Africains palestiniens, bien sûr, ça on le sait, mais tous les Palestiniens ne sont pas d'origine, ne sont pas africains. Et effectivement, il est très concerné par ce qui leur arrive. Et je ne suis pas certain que la Peraat Amam Mazama soit sur la même longueur d'onde que lui.
dans la mesure où elle considère que ce type d'engagement n'est pas prioritaire. Cela augure déjà, enfin cela témoigne déjà de la diversité d'opinions qu'on peut trouver au sein d'Afrocentricity International. Il faut savoir que selon Molefi Kete Asante, il existe des afrocentristes chinois, japonais, comme le professeur Suzuko Morikawa ou le professeur Yoshitaka Miike de l'université d'Hawaï, qui a collaboré à un livre sur l'afrocentricité édité par Amamazama en 2007, il me semble. Il y a aussi des afrocentristes d'origine européenne. Donc, en fait, c'est plus un état d'esprit qu'une substance au niveau de la couleur et au niveau de l'origine. C'est plus un regard sur le monde. Reconnaître la part de l'Afrique dans l'émergence de l'humanité moderne, parce que 200 000 ans avant Jésus-Christ, les premiers hommes modernes sont apparus en Afrique, hein, et ça, ce sont les recherches du professeur... L'être humain lui-même, voilà. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que la science moderne dit. Voilà. L'être humain a germé sur le sol africain, voilà, dans la zone des Grands Lacs, pour des raisons écologiques, si voilà. je puis employer ce terme. Voilà. Ça c'est pas un mystère, c'est la science officielle qui le dit. Et de cette origine africaine de l'humanité est née ensuite la diversité humaine qui vient de l'adaptation au climat. C'est tout. Donc il existe une espèce humaine, et les Africains font partie de cette espèce, et ils ont un message à donner au monde qui est peut-être un message d'harmonie et de développement harmonieux. Au jour d'aujourd'hui, on s'interroge beaucoup sur les rapports que nous avons avec la nature, et effectivement, les Africains ont toujours, durant leur histoire, avant d'être décentrés, justement, avant de se considérer comme ennemis de la nature, à vivre en bonne intelligence avec la création, c'est-à-dire avec la nature. Et de ce fait, nous nous permettons d'avoir un regard sur le monde qui est le nôtre, qui peut être critiqué, bien sûr, mais c'est notre regard. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Bonjour, je me présente Jérémy. Merci déjà pour cet exposé. J'avais une question par rapport à votre démarche de communication et de recherche d'information. Est-ce que vous avez déjà entamé, et si oui, quelles sont les réactions, des démarches vis-à-vis de personnalités ou de personnes qui ont une célébrité, de personnes originaires de la afrocentricité, enfin, de personnes d'origine des afro-descendants, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans le sport, dans la musique, qui ont un public et qui peuvent intervenir également en tant que mécène, ou si ce n'est pas en tant que mécène, si on peut peut-être les interpeller par rapport à certaines questions, pour savoir eux quelles sont leurs positions, et permettre de donner, du coup, avec ces vidéos-là, avec ces interviews-là, une communication plus large vers leur public. Pour en citer que un, par exemple, moi j'aimerais bien poser la question à Maître Gims. Est-ce qu'il connaît Marcus Garvey? Qu'est-ce qu'il en pense? Et est-ce qu'il a à nous dire à ce sujet-là? Et c'est le genre de concept qui pourrait permettre peut-être à l'artiste de ne pas trop s'exposer, de ne pas prendre une position d'afrocentrique, voilà, mais en même temps de poser un regard sur une personne qui a une célébrité et avoir son retour sur ce sujet. Bah c'est toujours souhaitable d'avoir des poids lourds, d'avoir des personnalités importantes, des VIP avec soi. Simplement, il y a une difficulté qui est majeure. On se souvient de la fameuse question que Frédéric Tadei avait posée dans... c'est pas On n'est pas couché, je me trompe toujours, enfin c'était une émission qui à l'époque était diffusée sur France 3. Et Frédéric Tadei avait posé à Lilian Thuram la fameuse question « Vous sentez-vous africain ?» Il était évident que si Lilian Thuram voulait que les livres qu'il avait publiés et qui étaient accessibles dans les relais-H, que ces livres soient toujours dans les relais-H, le lendemain, il était obligé de répondre non, même s'il avait envie de répondre oui. Donc il faut savoir que c'est une question piège. Il faut savoir que c'est très difficile pour les artistes très connus, de s'engager pour ce type de cause. Elles peuvent le faire de façon discrète,
Alors c'est plus le Chénouti qui pourrait nous répondre, d'ailleurs si quelqu'un peut aller le voir, parce que c'est lui vraiment qui est le mieux à même à répondre à cette question, parce que c'est la personne qui dirige Afrocentricity International France. Moi je m'occupe que de l'aspect recherche historique et éducationnelle, mais c'est vrai que c'est quand même un premier écueil pour les personnalités. Cela dit, elles peuvent toujours aider de façon discrète. Ça, c'est toujours possible. Donc ça s'est vu dans d'autres sphères, pas forcément avec nous, mais il y a des émissions très connues, je ne citerai pas de nom, mais qui ont été soutenues par des personnalités discrètes et efficaces, et des gens très connus pourtant. Donc c'est toujours possible. C'est des démarches qu'on essaye de faire, mais comme je le disais tout à l'heure, on est là depuis 3 ans, donc il faut que... En plus, l'équipe que vous voyez devant vous, c'est une équipe un peu nouvelle, en grande partie. Et donc, certains d'entre nous sont là depuis quelques mois seulement. Donc, on essaye d'aller à notre vitesse, sans brûler trop les étapes. Mais c'est vrai que la question est très pertinente, nous y travaillons. Voilà. Donc, oui, chez Outil, il y avait un frère qui avait une question très importante, très intéressante, concernant, en fait, les démarches que nous pourrions entreprendre chez AI auprès de personnalités, alors ça peut être des gens du showbiz, ou des gens très connus, ou du sport, de façon à ce que ces personnes soutiennent la personnalisation. Si tu peux répondre, et si on peut savoir justement à quel stade on en est actuellement. Alors, si j'ai bien compris la question, c'était donc si on avait entrepris une démarche pour contacter donc, les personnalités de la communauté, c'est bien ça? C'est bien ça? Alors, pour le moment, donc, nous avons surtout contacté des personnes qui travaillent plutôt dans la rééducation de la communauté, mais nous avons des projets tout à fait... nous avons un projet de banque, par exemple, où là on a besoin de financement. Voilà, on a besoin de gens qui puissent financer ce projet-là. Et oui, effectivement, on a déjà approché des personnalités. Maintenant, si vous avez des contacts à nous livrer, etc., pour aller dans ce sens-là, on ne refuse pas. Mais effectivement, oui, c'est une démarche impérative, puisque on sait très bien qui sont ceux qui réussissent dans notre communauté, financièrement parlant, et il faut aller, bien sûr, leur demander du soutien. C'est normal. Dans toutes les autres communautés, on sait très bien que les personnalités mettent de l'argent dans différents projets qui justement concernent la communauté, leur propre communauté. Pourquoi pas nous? Donc oui, mais chaque chose en son temps. Voilà, tout simplement. Là, pour l'instant, on est donc sur ce projet de banque. Bien entendu, si vous connaissez, si vous-même voulez participer à la création de cette banque panafricaine, vous êtes libre de le faire. Et si vous avez des contacts également, nous sommes les bienvenus. Enfin, vous êtes les bienvenus plutôt pour nous aider dans ce sens-là. Tout à fait. Autre question peut-être? Oui. Bonjour, j'avais une question par rapport à... C'est Ismaël, j'avais une question par rapport à la cérémonie du DINA pour le changement de nom. Je voulais savoir en fait si on vient avec en fait une idée de nom qu'on a déjà, ou en fait c'est à cette cérémonie que, selon les codes et les pratiques, en fait, qu'on se voit donner ce nom. Alors, merci d'en parler. Pour ceux qui ne savent pas, nous célébrons donc le 30 août la cérémonie du DINA, donc qui est une cérémonie un genre de baptême, voilà, la cérémonie du nom, où on appelle donc les Kamites, les Africains et les Afro-descendants qui sont plus issus d'une tradition chrétienne ou musulmane, qui ont été baptisés avec des noms musulmans ou chrétiens,
à venir participer à cette cérémonie afin de se rebaptiser avec un nom africain. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, frère, il existe deux types de noms. Voilà. Il y a le nom, donc le prénom qu'on utilise. On va même dire trois, puisqu'il y a aussi le nom de famille. Quoique dans certaines cultures en Afrique, ils sont confondus. Voilà. Néanmoins, il y a ce qu'on appelle également le nom astral, qui révèle l'identité astrale de la personne. Maintenant, la cérémonie du Dina n'est pas une cérémonie où justement on apprend cette identité astrale. Là, c'est vraiment vous-même, vous faites la démarche, la rupture entre votre identité chrétienne ou musulmane ou autre et votre identité africaine. C'est vous-même qui faites le choix de revenir vers votre identité africaine. Et comme culturellement parlant, chez nous, le nom est très important, le nom a une signification, veut dire quelque chose, est en rapport avec votre identité, votre personnalité ou autre, on vous laisse le libre choix dans ce prénom que vous allez choisir pour cette cérémonie-là. Néanmoins, il faut que ce soit un nom réellement africain, voilà, avec une signification. Parle-lui des listes, des noms. Musulmanes. Parle-lui des listes. Après, bon, la cérémonie, on a des listes, hein, si vous voulez, si vous n'avez pas de prénom en tête, nous avons des listes qu'on peut vous fournir également. Hein. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, hein. Nous avons des cartes de visite, ou je ne sais pas si les collègues vous ont transmis l'adresse mail et l'adresse du site, etc. Mais nous avons des listes, hein, si ça peut vous aider. Néanmoins, voilà, on vous laisse le libre choix. Maintenant, vous avez une cérémonie, un rite dit de divination. C'est un rite au cours duquel on vous révèle votre identité astrale. On vous révèle donc votre identité réelle, voilà, qui va dévoiler vos vies antérieures et votre mission sur Terre, dans cette vie précisément. Voilà. Donc ça, par contre, c'est une cérémonie que personnellement je ne pratique pas encore, parce que je ne suis pas encore initié à un niveau suffisant pour pratiquer cette cérémonie-là. Par contre, le Dina, bien sûr, est ouvert à tous les Africains et les Afro-descendants qui souhaitent renouer avec la tradition africaine, avec leur culture africaine. Voilà. Donc là, vous êtes libre de choisir votre nom. Chef, quand on arrive à un âge comme le mien, est-ce que c'est nécessaire? J'ai eu déjà un problème avec il y a des marches. Sous prétexte d'authenticité, on s'est levé pour dire on ne doit plus porter tel nom, importer une chose. Et lui, il n'a pas arrivé à un âge comme le mien, est-ce que c'est nécessaire que... Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard parce que l'essentiel... Il y a déjà pas mal de problèmes. Et il y a des dossiers où vous avez mon prénom d'origine européenne, Godwin, et il y a des dossiers où vous ne l'avez pas. Alors tout ça, là, ça fait... Alors si maintenant je prends un troisième... Mais vous savez qu'en Afrique, on a beaucoup... Le secret n'exprime pas l'humour, hein. Ben, pour répondre à la question du doyen, il n'est jamais trop tard. Puisque ce qui importe à travers cette cérémonie, c'est surtout l'acte, la volonté de revenir vers cette identité africaine. La prise de conscience, de l'importance qu'est d'avoir une identité africaine. Voilà.
au cours de cette cérémonie, on prend en témoin nos ancêtres, les esprits et les divinités, devant qui, justement, on accomplit ce rituel. On les prend en témoin, on leur dit, regardez, je suis digne de vous. Oh, mes ancêtres, je suis digne de vous. Je n'ai pas perdu mes traditions, je n'ai pas perdu ma culture. Aujourd'hui, je fais le serment de revenir vers mon identité africaine. Donc, c'est une cérémonie dans laquelle vous-même, comment dire, vous prêtez serment, ça prouve la volonté que vous avez justement de revenir vers les vôtres, de revenir, de vous réinsérer dans la lignée de vos ancêtres à travers ce nom. Voilà. Donc il n'est jamais trop tard justement pour faire cette démarche-là auprès des ancêtres et des divinités. J'ai une question, s'il vous plaît. Est-ce une obligation d'avoir un prénom systématiquement africain ou à connotation africaine pour se sentir, pour ressentir son intégrité et ses ascendances, ou peut-on très bien garder un nom européen, musulman ou autre, tout en étant conscient de la symbiose qu'on a avec ses ancêtres? Est-ce qu'il est nécessaire, parce on peut très bien avoir un prénom, je veux dire, africain ou à consonance ethnique, sans pour autant avoir un amour pour la terre-mère. Il y a des gens qui ont des prénoms africains et qui sont complexés, qui ont des complexes d'infériorité et qui rejettent une partie de leur négritude. Donc, est-ce que c'est pas plutôt l'état d'esprit qui importe le plus plutôt que le patronyme ou le nom? Ça va avec, c'est complémentaire. Puisque dans la culture, c'est un hommage qu'on fait aux ancêtres aussi. Et donc, ça montre à quel point, justement, on est lié avec la culture africaine. On peut pas, certes, on ne peut pas quantifier l'amour qu'on a avec notre culture et la terre-mère. Mais lorsqu'on est pleinement conscient de son identité, pleinement conscient de son ascendance, de sa propre culture, etc., on connaît l'importance du nom. On connaît l'importance du nom et justement l'hommage aux ancêtres qu'il y a également derrière. Voilà. C'est une preuve de respect. C'est une preuve de respect vis-à-vis des ancêtres, vis-à-vis de la culture. Et le nom a une signification également. Lorsque vous prenez un nom, par exemple, chrétien, vous rendez hommage à la culture chrétienne. Lorsque vous prenez un nom musulman, vous rendez hommage aux ancêtres arabes ou autres. Voilà. Donc, c'est l'importance, c'est d'être conscient de toute cette signification qui est derrière, de toute la symbolique qu'il y a derrière le fait d'avoir un prénom africain. Après, certes, vous pouvez avoir un prénom européen ou autre et aimer l'Afrique, mais jusqu'à quelle limite êtes-vous conscient de l'importance de la culture africaine? C'est là où... Je pense que c'est une démarche un peu... Oui, c'est personnel, c'est toujours personnel. Tous les choix que vous faites sont des choix personnels. C'est pour ça que la cérémonie du dîner est très importante, parce que c'est un choix personnel. Vous venez de vous-même faire cette démarche-là face aux ancêtres et face aux divinités. Donc c'est que vous prouvez, en quelque sorte, que vous-même, vous êtes revenu vers cette tradition-là, vous êtes pleinement conscient de l'importance que le prénom africain... D'accord. Alors pour rebondir, justement, à ce que vous m'avez dit, aujourd'hui on honore la mémoire de Marcus Garvey. Comme on l'entend bien, son prénom c'est Marcus Garvey. Vous avez vu à quel point il a été impliqué concernant l'impératif vis-à-vis de l'intégrité de l'homme noir et kémite. Il a mené des œuvres, il a inspiré Fanon, moi et la négritude. Il s'appelait bien Marcus Garvey, je suis bien d'accord. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que nous honorons sa mémoire, ses écrits
et sa mission. Pensez-vous que dans sa démarche, il préconisait à tout homme qui ressent le besoin de se rattacher à la terre-mère, de s'appeler systématiquement, d'avoir une appellation ou un patronyme systématiquement africain? Est-ce que sa mission première, ce n'était pas d'abord d'avoir conscience de qui on est et comment agir économiquement pour lutter contre l'axe du mal? J'entends par là l'impérialisme. D'accord. Qui gangrène les Caraïbes et l'Afrique. D'accord. Alors on va vous répondre, effectivement, cette question-là est pertinente. Alors évidemment, il est clair que personne n'est obligé, on n'oblige personne à prendre un nom africain, c'est une démarche éminemment personnelle. Par contre, ce qu'il y a quand même à souligner, c'est l'aspect intéressant, pour ne pas dire préoccupant, d'un phénomène qui reste unique dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, si on s'intéresse un petit peu à la littérature en Angleterre, on s'aperçoit que l'un des écrivains en Angleterre les plus connus, les plus respectés, ses œuvres ont même été adaptées au cinéma, s'appelle Kazuo Ishiguro. Il est de parents japonais qui ont émigré très tôt. Enfin, il est venu en Angleterre très jeune. Et pourtant, c'est un écrivain reconnu dans le monde entier. Il écrit en langue anglaise, il vit en Angleterre, il connaît un petit peu son background familial japonais, et il s'appelle Kazuo Ishiguro. Nous avons aussi le cas en Amérique, où un écrivain très connu aux États-Unis s'appelle Chandra Lee. Il est de parents coréens, et il a écrit l'essentiel de son œuvre en langue anglaise. Et il est connu partout de par le monde. C'est un écrivain très respecté aux États-Unis. Or, nous avons au sein de notre communauté africaine en France, et en Amérique aussi, des célébrités qui sont d'ascendance africaine et qui très souvent ne portent pas de nom africain. Donc très souvent, et de prénom africain, ce qui arrive dans notre communauté, c'est que le prénom africain devient l'exception et non la règle. Déjà la première question qu'il faut se poser, c'est comment en est-on arrivé là? Parce que ça semble tout à fait incongru. Pourquoi est-ce qu'un Africain devrait avoir un nom européen? Pourquoi ce serait normal? Et pourquoi on prend l'exemple très souvent du prince Koumane Doumbé. Le prince Koumane Doumbé, qui est un prince de la nation Douala au Cameroun, a beaucoup vécu en Allemagne, et à tel point qu'il avait un ami allemand qui a eu l'idée de donner le nom de Koumane Doumbé à son fils. Et quand cet ami allemand est arrivé au service de l'administration en Allemagne pour que son fils, donc allemand, soit appelé Koumane Doumbé, la personne de l'administration lui a répondu: écoutez, on va faire simple. Vous allez d'abord dans un département d'ethnologie et on va voir si Koumane Doumbé c'est vraiment un nom qu'on peut donner à un être humain. Ensuite, vous revenez me voir, mais faites d'abord une enquête. Et Koumane Doumbé, qui s'était jamais posé la question, depuis n'utilise plus son prénom d'Alexandre, parce qu'il aurait aimé qu'il y ait réciprocité. Donc nous embrassons la culture des autres, mais c'est à sens unique, c'est un amour à sens unique. La haine n'est pas souhaitable, mais ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait partage. En fait, Moléfi était à Santé parle toujours de pluralisme sans hiérarchie. Voilà, c'est ça que nous voulons, c'est le monde dans lequel nous souhaitons vivre. Nous souhaitons vivre dans un monde pluriel, divers, parce qu'on parle de diversité. L'humanité est plurielle et diverse. Mais nous souhaitons que ce pluralisme soit un pluralisme sans hiérarchie. Et pour revenir à la question du nom, effectivement, nous honorons Marcus Garvey, bien qu'il s'appelle Marcus Garvey. Nous pouvons aussi honorer Malcolm X, bien qu'il s'appelle Malcolm X, ou même, comment dirais-je, le mouvement des droits civiques, c'était le révérend Martin Luther King. Il s'appelle Martin Luther King, il a fait des choses extraordinaires, mais il y a plein de gens comme ça, ou Nelson Mandela s'appelait Nelson. Il y a quand même une incongruité au fait que majoritairement les Africains aient des prénoms arabes ou européens, sachant qu'ils ne sont ni arabes ni européens. Et en fait, comment avons-nous eu ces prénoms dans l'histoire? C'était par la violence. Nous avons été christianisés par la violence. Nous sommes devenus musulmans du fait des invasions arabo-musulmanes. Tout cela s'est fait dans une grande violence. Et quand on nous appelle par notre prénom européen, sur le plan
psychique. Ça a une influence. Je suis désolé, ça a une influence sur le plan psychique. Quand moi j'ai déjà rencontré un Congolais qui s'appelait Charlemagne. Ben oui, donc on ne peut pas impunément appeler un Congolais Charlemagne. Quand il entend la résonance cosmique de ce nom, Charlemagne, ça le renvoie à autre chose qu'à ses ancêtres. Et nous avons tellement de beaux noms chez nous, pourquoi nous en priver? Nous avons des noms magnifiques. Je peux dire non. Monsieur Charlemagne, on lui dise, quand tu auras un fils, ne lui donne pas un prénom européen, d'accord. Mais vous changez son nom, vous créez tout un tas d'autres problèmes. Sur le plan de l'administration, de la vie courante, c'est mon problème, je vous l'ai dit. J'ai des problèmes. Et mes filles ont des problèmes. Vous voyez, parce que à un moment, je vous dis, je ne dois plus m'appeler Godwin. Quand on me demande à moi ou à mon fils de faire ce que vous dites, c'est tout à fait normal. Il n'est pas normal que, en tant que nègre, on porte automatiquement un nom européen ou chinois ou chose. Mais quand quelqu'un est déjà là, il a 20 ans, il a 50 ans, il a 86 ans, et 7 mois comme moi, et qu'on me demande maintenant encore de changer de nom, ça crée d'autres problèmes. C'est pour ça que ça doit rester une démarche personnelle. Ça doit rester une démarche personnelle, mais quand on... Oui, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit que évitons aussi de nous transformer en cercle fermé sur le film. Laissons ça sur le plan du volontariat. Ça se développe. Bien sûr. Et d'autre part, ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand on contrôle le nom d'une personne, le nom qu'une personne porte, ce n'est pas innocent. À partir du moment où les Africains ne portent plus des noms africains, on peut les contrôler mentalement. Parce qu'on peut leur envoyer forcément des images étrangères et ils peuvent être convertis plus facilement à des images étrangères. Donc ceux qui ont changé dans les champs de Canation les noms des Africains, même aux États-Unis, quand on leur a donné les noms de Washington, etc., c'est pas innocent. Le but, c'est vraiment de décentrer la personne. C'est que psychologiquement, cette personne soit décentrée par rapport à sa culture d'origine. Et c'est pour couper le lien avec l'Afrique. Alors de la même façon, on trouve un grand écrivain d'origine coréenne qui s'appelle Chandra Lee, et qui pourtant vit aux États-Unis et a peut-être la nationalité américaine. Et on trouve un grand acteur africain qui s'appelle Denzel Washington. Il y a des gens que ça ne choque pas. Moi, personnellement, je trouve ça incongru. Voilà. Mais maintenant, ça reste une démarche personnelle. C'est vrai, on ne force personne. Je dirais aussi une chose, c'est que ça contribue également à l'aliénation qu'on a subie. Puisque, justement, comme le frère l'a dit, nos ancêtres, nos grands-parents, etc., ont été baptisés avec des prénoms chrétiens ou musulmans dans la violence. Donc, quelque part, je dirais, d'accepter le fait de porter un nom chrétien ou musulman, c'est un manque de respect que l'on fait vis-à-vis de ses ancêtres, par rapport à ceux qu'ils ont subis, par rapport aux torts qu'ils ont subis, etc. Mais après, ça reste une démarche personnelle. C'est pas du tout une obligation, et d'ailleurs, on ne juge pas ceux qui font le choix de garder leur prénom actuel. Voilà, ça s'inscrit vraiment dans une démarche personnelle. Et après, je poserai moi-même une question en retour. Est-ce que vous connaissez beaucoup de locodermes, d'Européens, etc., ou d'Arabes, ou de Chinois, etc., qui portent des noms africains? Comme le frère disait, c'est un sens unique. C'est un sens unique. Mais nous avons été colonisés. Ils n'ont pas été colonisés par nous. Si nous les avions colonisés, nous leur avons imposé. Donc c'est une forme d'acceptation, de soumission. On accepte d'être soumis, d'avoir été soumis, d'avoir été baptisé de force. C'est-à-dire qu'on l'accepte. On dit aujourd'hui, bon, je vais donner ce nom à mon fils. Voilà. On contribue à cette aliénation, on contribue à cette suprématie. Voilà. Donc, voilà, c'est un choix personnel. Le Chénouti Traoré, donc Chénouti de Aïe Abidjan. Je dis, c'est un problème de fond qui est poussé ici. Parce que
le fait de changer marque sa volonté. C'est un problème de fond. Moi, je m'appelle Jean-Jacques, à l'état civil, et je veux changer. Je peux m'appeler Jean-Jacques, je peux m'appeler Adama même. Ce que j'ai découvert Adama, ce n'est pas un nom musulman, c'est un nom africain. Mais j'ai tous les problèmes du monde aussi. J'ai tous les problèmes du monde parce que je m'appelle Jean-Jacques. Et comme maintenant j'ai pris conscience en moi, j'ai pris conscience, et que je veux honorer mes ancêtres, je veux reprendre mon prénom, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, je veux dire simplement que ça, c'est le problème de la domination. On est dominé, ça marque la domination. Parce que si on dit, ça c'est mon nom, c'est compliqué pour changer. Mais tout est compliqué. Il y a le nom. Après, on dira quoi? Bon, ça, je parle français. Ah, allez parler maintenant, Baoulé, parler du là. Ah, c'est trop compliqué. Je peux parler français, apprendre français à mes enfants, et rester français. Et si on continue ce raisonnement, on dit, bon, porter des pagnes, porter des habits africains, oh, est-ce que je suis obligé? Je peux porter des habits européens? C'est plus simple. Non, c'est des symboles. C'est des symboles. Et je crois que c'est très important. C'est un moment de rupture. Parce que c'est un nom que je rejette. Parce qu'on m'a imposé ce nom. Jean-Jacques, je ne connais pas Jean-Jacques. Mais je connais Poijo, je connais Yao, je connais Adama, je connais Karita. C'est ces noms-là que je veux porter. Je suis fier de les porter. Et le nom que je porte, mes enfants le portent. On parlait tantôt de Marcus Garvey. Mais Garvey n'a pas atteint forcément la conscience. C'est ça les luttes. À chaque époque, les prises de conscience montent. Si vous prenez les générations qui ont commencé à se révolter, quand vous prenez les Senghor avec la négritude, après vous avez eu d'autres mouvements, des mouvements plus radicaux. Et maintenant, dans les années 2000, on avait la spiritualité. Nos aînés, et le doigt est là pour témoigner, nos aînés n'avaient pas cette démarche de revenir à la spiritualité. Ils avaient honte de cette spiritualité. Parce que c'est ce qu'on leur a enseigné. Même aujourd'hui, dans les capitales africaines, ah mais toi tu fais la libation, oh là là, les démons. Non, vous voyez ces choses-là. Donc, il s'agit de symboles. Si vous voyez aujourd'hui ce drapeau-là, c'est un symbole. On veut manifester qu'on a changé et qu'on veut aussi que le peuple change et le peuple qui vient aussi retrouve son repère. Et donc là, l'idée de la décentraliser. Donc, je suis décentralisé, je veux retrouver mon propre centre. C'est comme ça qu'il faut prendre. Bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Omassi Yao. Je suis membre de la Ligue panafricaine au Moya. Je suis venu un peu en retard, mais je pense que l'essentiel de ce qui a été dit, je pense le savoir déjà. J'apporte juste un complément à la question également. Pour revenir à ce que disait le frère tout à l'heure, je pense que chaque époque avec ses difficultés. Alors, ça m'embête beaucoup quand j'entends que c'est une question de volontariat. Si nous sommes tous unanimes, que chaque époque avec ses difficultés, il faudrait tous que nous soyons d'accord aujourd'hui, à l'orée du 22e siècle, que toutes nos femmes, nos sœurs, commencent déjà par donner des noms à consonance africains à leurs enfants. Pourquoi je dis ça? Parce que une fois que le nom ou le prénom a été donné, force est de constater que ça devient difficile. Vaut mieux prévenir que guérir. Pourquoi ne pas commencer à donner des prénoms africains aux enfants? Moi j'ai 2 enfants, malgré que ma femme elle est européenne, mes enfants s'appellent Mawena et Senam, c'est des noms africains. Personne ne m'a tué. Je n'ai pas eu de problème dans aucune administration. J'impose le prénom de mes enfants. Alors, c'est un cri de cœur qui s'adresse aux jeunes sœurs qui sont là. Pour ceux qui n'ont pas encore eu d'enfants, pour ceux qui ont déjà donné des prénoms européens aux enfants, ce n'est pas grave. Mais chaque jour que vous vous levez, luttez en vous disant que vous deviez être des Noirs affranchis. L'affranchissement commence déjà par reconnaître l'identité qu'on donne à cet enfant. Mais quand vous, en tant que mère, vous accouchez, et que la première chose que vous donnez à votre enfant, c'est une identité sémite ou une identité locoderne, vous avez tout faux. Après, ça devient plus difficile. C'est pour cela que je dis, c'est un cri de cœur, je lance.
à toutes les sœurs qui sont là. Le mot volontariat me gêne un peu, mais je peux comprendre. Il est temps de commencer à s'affranchir. Et pour s'affranchir, ça commence de là. Quand l'enfant naît, par son nom, ainsi de suite, ainsi de suite. Merci. Tout à fait raison, une position tout à fait respectable. Bon, maintenant, bon, pour aller pour être plus dans le concret, on sait très bien qu'on ne peut pas forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Justement, c'est là qu'on se heurte à un mur, souvent. On dit il faut que la personne fasse le premier pas. Voilà, dans la démarche de cet affranchissement. Il faut que l'esclave décide d'être un homme libre. Parce qu'un esclave qui accepte sa condition d'esclave sera esclave à jamais. Et personne ne pourra rien pour lui. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est dans une démarche de volontariat, il faut que vous fassiez le premier pas pour vous affranchir de l'aliénation mentale, de l'esclavage mental dont nous sommes tous victimes. Et la cérémonie du dîner est justement la symbolique de ce premier pas. Puisque aujourd'hui, on parlait également du problème administratif. Et cette vision des choses est une vision leucoderne des choses. C'est une vision occidentale des choses. Puisque qu'est-ce que le problème administratif? C'est un bout de papier. C'est un bout de papier. Voilà, c'est un bout de papier sur lequel les leucodermes, justement, disent, voilà, telle est votre identité. Mais vous n'avez pas besoin de ce papier pour savoir qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de ce papier pour vous nommer les uns les autres. La cérémonie du dîner n'est en rien liée à l'administratif. C'est le jour qui marque la fin de votre identité d'esclave. Voilà. C'est à partir de ce jour-là, vous dites, je suis un homme libre. Je m'appelle Amélie, je m'appelle Traoré, Adama, je m'appelle Itéo, je m'appelle Etombe, voilà. Vous dites, non, je ne suis pas soumis, je ne suis pas esclave. Je suis inscrit dans la lignée de mes ancêtres. Et à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui m'adresseront la parole m'adresseront avec un prénom africain. Moi-même, quand j'ai entrepris cette démarche, les gens étaient sceptiques. Ils disaient, mais tu vas faire comment? Et je vous dis aujourd'hui que mes parents, mes patrons, toutes mes connaissances autour de moi m'appellent aujourd'hui par un prénom africain. Parce que je leur ai imposé. Voilà. Je leur ai imposé ma liberté. On ne mendie pas la liberté, on l'impose. Et oui, c'est difficile, oui, certes. Pour certains, c'est plus facile que d'autres, voilà. Mais il faut faire cette démarche, il faut vous imposer pour vous libérer. C'est simple que ça ne viendra pas gratuitement en claquant des doigts, ou non. Donc cette cérémonie-là, voilà, ça marque la rupture entre deux identités. Moi j'ai une question parce que c'est un peu troublant. C'est la première fois que je viens, donc c'est un peu troublant que ce sujet et débat. Parce que, par exemple, le fait d'être libre, c'est pas forcément faire ce qu'on veut, on décide de faire ce qu'on veut, de changer de monde, parce qu'il y a des facteurs qui rentrent en jeu qui ne sont pas dépendants de nous. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent par exemple en jeu, qui n'ont pas dépendu de nous, par exemple, qui ont engendré notre vie. Donc, on a été aliénés depuis notre enfance et ça, on n'y peut rien. Par exemple, c'est là où vous y pouvez quelque chose. On y peut quelque chose, mais ce sera une volonté, mais dans le réel, ça n'aura aucune force. Ça n'aura aucune force parce que moi je considère par exemple
je suis africain, je suis né en Afrique, j'ai un nom africain, j'ai grandi dans une famille africaine et j'ai pas eu besoin de venir aujourd'hui pour me sentir africain. J'ai toujours connu, et c'est pareil pour tous mes cousins en Afrique. Donc est-ce que ce dont on parle maintenant, ça s'applique pour une communauté qui ignore leur identité ou une communauté africaine en Europe ou ça s'applique pour tous les Africains en général? Alors, en ce qui concerne la cérémonie du Dina, bien entendu, ça implique ceux qui n'ont pas eu la chance, justement, d'être en contact avec leur propre culture, d'avoir un nom africain, proprement dit. Voilà. Donc, forcément, si vous avez un prénom africain, la cérémonie du Dina est inutile pour vous. Néanmoins, ce n'est pas parce que, justement, on a un prénom africain parce qu'on est né en Afrique et qu'on a des parents africains, etc., qu'on est forcément africain. Voilà. Puisqu'on sait très bien l'état d'esprit de nos sœurs et de nos frères sur le continent qui peuvent parfois être beaucoup plus aliénés que quelqu'un qui est né ici en France, à Paris, et qui importe un prénom chrétien ou musulman. L'afrocentricité, justement, implore plutôt montre la nécessité de voir la culture africaine dans son ensemble, de revenir vers la culture africaine dans son ensemble. Il ne s'agit pas seulement de porter un nom, ça passe également par la tenue vestimentaire, ça passe par la spiritualité, ça passe par les langues, ça passe par tous les éléments de la culture africaine, à proprement dit. Donc, si effectivement tu as eu la chance de grandir dans une famille africaine qui respecte la culture africaine, la spiritualité africaine, etc., voilà, bien sûr, il n'y a pas la nécessité pour toi de passer par la cérémonie du Dina. Donc ça vise plutôt ceux qui n'ont pas eu cette chance. Comment on fait par exemple pour séparer pour tout ce qui est métissage, par exemple maman est blanche, papa est noir, les grands-parents sont blancs, face à eux, c'est-à-dire qu'on rejette l'autre côté, l'autre identité parce qu'on préconise plus le côté africain. Donc en fait, c'est intéressant ce débat que nous avons. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on peut vraiment identifier le fait qu'il existe un totalitarisme en fait, culturel. C'est-à-dire, il existe un véritable totalitarisme culturel. Pourquoi? Parce que ce qui est valable pour d'autres communautés humaines ne l'est pas pour nous. Donc, or, moi je reste profondément convaincu que, par exemple, tout à l'heure on disait que Marcus Garvey était né en 1885. Il faut savoir que c'est aussi en 1885 que le livre de l'égalité des races humaines a été écrit par Antenor Firmin. Donc, or, c'est toujours d'actualité parce que les Japonais ne vont pas débattre de l'utilité ou non d'avoir un nom japonais pour un japonais. Les Arabes ne vont pas débattre de l'utilité ou non d'avoir un nom arabe quand on est arabe. Or, pour nous, avoir un nom africain, c'est déjà un débat. Nous sommes la seule communauté au monde pour laquelle le fait de se nommer par rapport à ses ancêtres pose débat. Donc c'est dire la situation dans laquelle nous nous trouvons. Maintenant, pour ce qui concerne effectivement les familles d'origine mixte, je suis désolé, là aussi, il faut essayer de, comment dirais-je, d'utiliser un langage qui nous convient. Quand on utilise par exemple le terme black, renois ou métis, on est dans un langage de dépréciation ou de confusion. Parce que si on parle de métis, ça voudrait dire qu'il existe plusieurs races humaines, plusieurs espèces humaines, et qu'à l'occasion elles peuvent fusionner et ça donne un être hybride qu'on appelle métis. Or, la science nous a appris qu'il y avait une seule espèce humaine, donc il n'y a pas d'être mixte.
personne n'est moitié quelque chose ou moitié autre chose. Chez nous, au niveau de l'afrocentricité, nous considérons que c'est le positionnement idéologique, c'est la vision du monde qui forge aussi l'être humain. Ce n'est pas une question d'expérience de laboratoire où on va avoir un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Les Maghrébins sont métis, il suffit de les regarder, mais ils ne se considèrent pas comme métis. Et pour eux, ils n'ont rien à voir avec les Africains. Alors qu'il suffit de les regarder pour voir que beaucoup dans leur sang coule aussi du sang africain. Et pourtant, il y a des actes de racisme qui sont commis tous les jours au Maghreb contre les Noirs qui sont plus au sud. Alors qu'on voit très bien que les Maghrébins sont le produit d'un métissage. Donc, ce sont des catégories sociales qui nous empêchent d'y voir clair. Et quand, en fait, c'est l'individu qui peut choisir. Il n'y a pas de déterminisme par rapport à l'origine. Une personne peut avoir un parent européen et décider d'avoir un nom africain, simplement parce que ça lui convient. C'est très simple. À l'époque de la guerre franco-allemande, vous auriez pensé, par exemple, quelqu'un d'origine franco-allemande sur le champ de bataille, bon, il va dire, je vais tirer un petit peu sur les Allemands. Ah oui, mais je vais aussi tirer un petit peu sur les Français. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des gens comme Stéphane Hessel qui étaient d'origine 100% allemande, qui se sont battus pour les Français, parce que leur paradigme leur dictait de le faire. Donc tout n'est pas qu'une question de pourcentage. C'est uniquement quand il s'agit des Africains qu'on met le facteur racial, la question du pourcentage de sang en question. Pour les autres communautés humaines se positionnent par rapport à la vision du monde, à leur philosophie, au sacré, à la religion. Mais nous, c'est toujours une histoire de petites expériences dans les laboratoires. Donc, et ça, c'est vraiment le discours colonial et, dont il faut s'affranchir pour avoir une pensée plus libre. Donc c'est pas qu'une question d'origine en fait, c'est vraiment une question de positionnement. Merci. Juste entre parenthèses, vous avez vu que le doyen a quitté la table, hein, donc je voudrais tous que vous puissiez applaudir. Merci encore, doyen. Merci encore. Voilà. C'était du bon goût. Non, c'était juste pour te remercier, doyen. Voilà. C'est moi qui dois vous remercier pour l'honneur que vous m'avez fait en m'invitant. C'est un honneur. C'est moi qui dois vous remercier. Tu es libre d'intervenir à tout moment. J'avoue que j'ai un peu faim. Pour revenir à la question, hein, merci aux frères pour ta réponse. Moi j'irai même un peu plus loin parce que tout comme le frère, je suis dans cette problématique hein, puisque je suis moi-même issu de parents de différentes origines. Or, mon passé personnel, nous pouvons constater quelque chose à travers l'histoire, c'est que les métis, entre guillemets, et les Africains, on va dire, ont partagé la même tragédie historique. Et on partage encore aujourd'hui cette même tragédie. Même si on a un parent locodère qui nous aime, ou pas, même s'il nous aime, nous sommes témoins du traitement que nous réserve la communauté, enfin plutôt les Occidentaux en général. Les autres ne nous acceptent pas en tant que locodères. Nous ne sommes pas locodères. Nous ne les ressemblons pas. Et donc, ils nous le font savoir. Donc, tous les mauvais traitements
qu'aucun Africain 100%, si on peut dire, subisse, nous les subissons également. Nous partageons toute la tragédie et toute la gloire des Africains proprement dit. Donc il ne s'agit pas de soi-même faire un choix, c'est les autres qui le font pour nous. Voilà. Et personnellement, je sais très bien quel sort les leucodermes réservés à nos ancêtres issus de métissage et quel sort les métis subissent encore aujourd'hui. Donc le choix est déjà fait, en fait. Et c'est pas de notre faute. On n'a pas choisi. Comme le fait d'être aujourd'hui, tous ensemble, de parler d'afrocentricité, de Marcus Garvey, de panafricanisme, etc. Nous n'avons pas fait ce choix-là. Il nous a été imposé. Si nous sommes là à débattre, c'est que nous sommes dans une condition d'infériorité. Voilà. Là, on a souhaité nous mettre et nous souhaitons nous relever. Donc, nous ne faisons pas ces choix-là. Nous sommes forcés de les faire. Bon, mais pour conclure, parce que je ne sais pas vous, mais moi j'ai faim. Et puis le doyen Tété nous a montré l'exemple. Quand ventre crie famine, il faut y aller. Alors merci pour vos questions. Hein. Ça prouve que vous n'êtes pas des béni-oui. C'est pas intéressant, les béni-oui d'ailleurs. Et que le doute, c'est toujours une preuve d'intelligence. Donc quand on doute, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Alors j'espère qu'on a fait le maximum pour vous satisfaire, peut-être pas à 100%, mais pour vous donner quelques pistes par rapport aux réponses qu'on a pu vous donner. On va manger et ensuite il y aura d'autres choses, d'autres événements qui seront prévus. Vous aurez l'occasion de bénéficier du grand savoir du frère Koubi Gomez qui pourra justement développer ce qu'il connaît par rapport à la personne de Marcus Garvey. Et puis comme je le disais tout à l'heure, il y aura toutes les animations musicales en fin d'après-midi, en début de soirée. Et avant cela, bien sûr, une projection vidéo, un film qui rend compte de la trajectoire de Marcus Garvey et de l'UNIA. Donc je vous souhaite à tous et toutes un bon appétit. Et la reprise du programme, c'est vers quelle heure 16h, hein 16h15. À tout à l'heure et bon appétit. Merci.